Donc, bienvenue à tous. On nous a lancé le grand défi d'ouvrir la journée de formation pour les entrepreneurs. Donc, notre défi, c'est de vous réveiller un petit peu. Là. Je sais qu'il y a des entrepreneurs que ça fait longtemps qu'ils sont réveillés, mais dans le fond, le but, c'est de rendre un peu plus actifs. Fait qu'on ouvre la voie pour tous les autres conférenciers de la journée. On a eu une belle présentation par Linda. Merci beaucoup. Comme vous voyez, on est deux personnes qui travaillons depuis longtemps dans le domaine du bâtiment durable. Moi, ça va faire 15 ans que je suis actif à développer, à essayer d'innover. Et puis, il y a un grand cheminement qui s'est fait à travers toutes ces années-là. C'est le but aujourd'hui de présenter justement la pyramide des choix, parce qu'on a souvent vu que les entrepreneurs qui se lançaient dans le domaine du bâtiment durable n'étaient pas à l'écoute des besoins des gens, ou souvent ne priorisaient pas, n'alignaient pas les clients dans les bonnes options, dans les bons choix. Ce qui fait qu'en bout de ligne, bien, tout le monde est déçu parce que les clients n'y trouvent pas leur compte, mais les entrepreneurs disent, bien, finalement, les gens ne veulent pas payer pour ça, c'est trop compliqué. Alors que s'il y avait juste eu la bonne formation, il y aurait pu avoir, dans le fond, un bon lien avec le client. Et évidemment, lorsqu'on parle d'un lien avec un client, on a deux types de clients. Nous avons les clients dans la construction neuve, qui ne sera vraiment pas le même client que dans la rénovation. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Benoît est vraiment un constructeur et moi, je suis vraiment un rénovateur. Donc, vous allez avoir vraiment les deux. Puis moi, je suis curieux ce matin, qui vient et qui travaille en rénovation dans la salle? À moitié, à moitié. Donc, qui travaille dans le bâtiment neuf? Ah, je gagne. Non. Benoît a gagné. Mais qui sont des professionnels, qui ne sont pas des entrepreneurs, mais qui conception, donc génie. Merveilleux. OK. Et qui peut me sortir les statistiques de la SCHL? Combien de maisons ont été rénovées sur l'île de Montréal l'année dernière? On parle de 340 000 maisons qui ont été rénovées l'année dernière selon la SCHL. Donc, j'ai beaucoup plus de réno que toi de construction, Benoît. Effectivement. Donc, alors, c'est un des premiers points où on veut parler. Benoît, donc, quel type de travaux tu fais? Quel type de construction? pour montrer quelques exemples, donc j'ai choisi 3 ou 4 exemples de projets, juste pour donner un peu d'idées, un peu de visuel. Après ça, on va rentrer plus dans la portion théorique. Dans le fond, ça fait maintenant 15 ans, dans le fond, que je construis. J'ai bâti ma propre maison il y a 10 ans, qui est la maison au Québec qui a encore, je pense, le plus d'éléments écologiques à l'intérieur. Ça faisait déjà 5 ans que je donnais des conférences dans des salles, puis je voyais vraiment la limite de, surtout dans certaines salles sombres, humides, froides à Montréal, de parler de bâtiments sains, lumineux, confortables. Donc je me disais, on n'a pas le bon lieu pour parler d'un sujet aussi intéressant. Et tous les conférenciers dans la salle le savent. C'est vraiment un défi d'aller donner une conférence technique. Il faut emmener plein de matériaux, des bouts de bois, des bouts d'isolant. Donc je me suis dit, c'est beaucoup plus facile de recevoir les gens chez moi et de démontrer des choses. Donc la maison, elle a été conçue pour être visitée. Il y a des bouts qui n'ont pas de gyps, dans le fond. Il y a des beaux cadres qu'on voit derrière le gyps. Comment c'est fait? Comment c'est construit un mur? Les éléments mécaniques ont été mis en place pour être visuellement intéressants, dans le fond. Fait qu'on a rentré le côté technique, design, entre guillemets. On a fait une belle modélisation 3D de notre salle mécanique pour que tout s'agence bien avec un designer. Donc, ça a été un beau défi. Depuis 2010, à chaque mois, je reçois des groupes à la maison. Donc, il y a plus de 2000 personnes à ce jour qui ont payé pour assister à une conférence puis la visite du bâtiment. Donc, c'était vraiment un succès. On est vraiment content de tout ce potentiel-là. On a eu la certification LEED Platine. En 2012, on a battu le record du plus haut pointage au Québec dans notre catégorie. Donc, tout en voulant faire un projet de démocratie puis de rendre accessible le bâtiment écologique, on a réussi quand même à battre un record, malgré tout, avec ce projet-là, qui est en banlieue sur la rive-sud de Montréal. Après maintenant quelques années, la maison, elle a maintenant 10 ans. Donc, c'est sûr que vous savez, dans le domaine de l'innovation, ben 10 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est sûr que la maison, je commençais à trouver certains éléments plus désuets, puis il me manquait aussi de murs pour ajouter des éléments dans le bâtiment. C'est là qu'on a eu l'idée de bâtir un chalet modèle en Estrie. Donc, on est en voie de certification Passive House. C'est mon 100e projet écologique que je construisais. Le but était de dire, ben, j'ai le goût d'aller plus loin, j'ai le goût d'essayer d'autres choses. C'est pour ça que la certification Passive House, on est allé. On est en voie de l'obtenir donc d'ici quelques mois. C'est un chalet, dans le fond, qu'on fait visiter. On organise les conférences visites à cet endroit-là aussi depuis le début de l'année. On est déjà rendu à plus de 500 personnes qui sont venues visiter le chalet. Puis le chalet, moi, le but, en étant un passionné d'éducation, ben, je peux aller encore plus loin parce que les gens peuvent le louer, le chalet. Puis aller vivre l'expérience d'une fin de semaine, une semaine, dans un bâtiment écologique pour comprendre c'est quoi, que c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Puis vous allez voir, c'est un peu le but de la conférence, c'est qu'en montrant aux gens qu'est-ce qui vaut vraiment la peine, ce n'est pas les éléments wow qui sont souvent les plus importants, c'est des fois des détails plates qui sont les plus précieux, dans le fond, qui ont la meilleure rentabilité
aussi. C'est drôle le défi, je dirais, dans un domaine de rendre sexy des choses qui ne le sont pas à la base, comme du tape, de l'isolant, puis des matériaux simples, alors que les gens aiment beaucoup plus des panneaux solaires. Donc, on en a mis au chalet parce que ça attire le monde, puis les gens ils aiment ça, mais finalement, c'est une des choses que je dis aux gens, ne le faites pas. Une des maisons, dans le fond, qu'on a faites dans les Laurentides, on a créé la certification carboneutre également avec un organisme planétaire. Donc, tout le calcul de c'est quoi le poids écologique qu'un bâtiment peut avoir lors de la construction. Donc, tout le calcul des gaz à effet de serre. Fait que toute cette démarche-là aussi, on est un peu plus intellectuel dans cette démarche-là, mais de comprendre c'est quoi le poids écologique de mon bâtiment, c'est quoi le poids de l'utilisation aussi par la suite. Donc, pour vraiment, puis nous, ça nous aide beaucoup à guider nos choix. Est-ce que je suis mieux d'utiliser tel matériau ou tel autre matériau? Qu'est-ce qui a le moins d'impact? Ainsi de suite. On vient de terminer, dans le fond, les 3 premières phases. Dans le fond, on a fait 3 triplex à Tremblant. Donc, ce fut les premiers condos certifiés LEED, certifiés LEED A, si je me souviens bien. Donc, on voit que même le domaine du condo se peaufine. On peut acheter un condo écologique maintenant, même si les agents d'immeubles, ah non, les gens ne veulent pas payer pour ça, c'est pas ça qui a de l'intérêt. Fait que finalement, je veux dire, nos 9 unités sont vendues avant d'être finies de construire. Fait qu'on est vraiment fiers du résultat, même si tout le monde disait que, ah non, les gens ne voudront pas payer le petit surcoût que ça occasionne, et ainsi de suite. Puis on a montré qu'il y a une demande pour ça, le marché y est là. Fait que c'est pour ça qu'on est bien fiers d'avoir réalisé ces projets-là. La phase 4 est déjà en construction pour avoir d'autres unités à vendre. Fait que vous voyez un peu le portrait, comment ça peut être général. On touche à des projets, je viens de terminer un vignoble de 5000 pieds carrés avec un laboratoire, avec une salle, une boutique, salle de presse, entreposage. Tout bâtiment peut être plus écologique, dans le fond. Fait que c'est ça le défi, mais de voir comment est-ce qu'on peut l'articuler puis qu'est-ce qui vaut la peine. C'est le but aujourd'hui. C'est ce projet-là qui était en nomination de Domus, hein, Benoît, le dernier que tu as montré. Oui, dans le développement durable. Oui. De mon côté, je suis en réno à Montréal. J'habite Montréal et je fais vraiment avec mes 7 équipes des projets ici dans le Grand Montréal. Tu vas-tu tourner la diapositive? Un premier projet qu'on a effectué à Annecy il y a 2 ans maintenant. 2 professeurs qui enseignent à l'université qui avaient vraiment un souci écologique et je ne sais pas si vous en avez vu beaucoup, ce sont des récupérateurs d'eau grise qu'on a installés à Montréal, ce qui est un peu aberrant parce que, voyons, l'eau, on ne la paye pas, nous, à Montréal. Mais par souci écologique, on a installé des récupérateurs de chaleur. On a totalement rénové un logement locatif au sous-sol. Et en plus, on a installé un système de récupération d'eau grise qui est converti, filtré pour en faire les toilettes et l'arrosage à l'extérieur. Donc, c'est un projet très sympathique pour nous, comme éco-entrepreneurs, de pouvoir le réaliser. Un autre des projets que nous avons effectué, qui est le projet Waverly, donc c'est un projet sur le plateau. Strip complet de la section arrière, installation d'une poutre, 17-18 pieds, refaire la cuisine avec certification écologique de éco-habitation. Donc, c'est une cuisine qui a été certifiée niveau argent et rénovation, certification éco-habitation. Et en même temps, salle de bain, salle d'eau qui ont été réeffectuées, toujours avec le souci de où c'est qu'on va parquer les véhicules. Un prochain projet qu'on a effectué, qui est en nomination également l'an dernier, c'est un agrandissement de maison à Ville d'Anjou. Donc, même principe avec le souci écologique d'amener de la lumière naturelle, d'augmenter l'espace de vie au niveau du propriétaire, des propriétaires et des 2 enfants. Et finalement, le projet qui est en nomination cette année pour nous, c'est un projet assez funky, assez intéressant, où dans un triplex de Rosemont, Petite-Patrie, le propriétaire, tripeux d'escalade, a fait un mur intérieur de 42 pieds. Donc, les 4 étages, sous-sol, rez-de-chaussée, 2e et 3e, puis de lumière de 8 par 8 et vraiment toutes les composantes recyclées, en nomination pour la meilleure réno et également pour le meilleur projet écologique. Donc, Benoît, je suis en compétition avec toi pour le développement durable au prix Domus. C'est le fun. Ça va faire plaisir. Donc, c'est là qu'on embarque un peu plus dans la théorie. Vous avez vu un peu comment est-ce qu'on peut l'appliquer en pratique. Dans le fond, d'un point de vue théorique. On va les voir une par une. Dans le fond, le but de comprendre la pyramide, c'est que les premières étapes, c'est ce qui vaut vraiment la peine. Et les dernières étapes, c'est celles qui sont les moins intéressantes. Pourtant, c'est souvent les plus sexy qui sont au sommet de la pyramide. C'est ce que les gens nous parlent le plus. Mais le défi comme entrepreneur, comme consultant, comme concepteur, c'est de faire comprendre aux gens l'importance ou la moindre importance de chacun. On aurait pu faire une échelle, hein? L'échelle des priorités. Il me semble que ça aurait été plus concept avec la Réno Construction. Effectivement. Dans mon domaine, dans le fond, là, vous me demandez pourquoi on propose des automobiles. J'utilise souvent l'exemple de l'automobile pour expliquer à mes clients qu'est-ce qui vaut vraiment la peine.
Parce que c'est sûr, quand on parle d'une auto électrique, une auto écologique, tout le monde pense à la Tesla. Puis là, tout le monde rêve la Tesla, ainsi de suite. Pour ceux qui sont déjà allés magasiner, quand on voit la facture de 100 000 on fait comme « Oh, c'est bien cher une auto électrique. » Mais est-ce qu'il y a juste ça comme auto électrique? Est-ce que tout le monde a besoin d'une Tesla? On va voir. Après ça, il y a la Volt, qui est une autre belle alternative, un beau compromis, ainsi de suite, qui est déjà plus économique, que là, il est plus facile à gérer, ainsi de suite. Et ensuite, dans le fond, il y a les hybrides, donc toute la famille des Prius, ainsi de suite. Dans le fond, chez nous, on a 2 Prius depuis 5 ans qu'on roule avec. Fait que c'est là le défi de saisir les gens, dans le fond, puis c'est là le technique, puis une super belle formation ce midi, justement, au niveau de la vente. Mais c'est de comprendre, il est où mon client dans ce range-là? Jusqu'où qu'il veut aller? Ça ne me sert à rien de vendre une Tesla, d'essayer de vendre une Tesla à quelqu'un qui a les moyens d'une Prius ou qui n'a pas ce budget-là ou qui ne veut pas non plus aller aussi loin et de gérer toute l'implication que ça a. Fait que c'est vraiment important. Puis moi, j'explique souvent aussi que mon hybride, c'est une auto qui me revient le moins cher. Quand j'ai magasiné dans ce range de véhicules-là, c'est l'auto qui, à l'utilisation, me coûte le moins cher par mois. Oui, elle me coûte un peu plus cher. Elle me coûte peut-être 70 $ de plus par mois de paiement pendant 5 ans. Mais par mois, je vais économiser 160 $ d'essence avec l'économie d'essence qu'elle va m'apporter. Donc, globalement, ce char-là me fait sauver 90 $ à chaque mois. Pourtant, les gens disent « Ah, ben non, Benoît, c'est sûr que tu roules en hybride, tu es un écolo. » Je dis souvent « Mais non, c'est parce que je suis cheap à la base que je roule en hybride. Pas, en plus, je suis content parce que c'est écologique. » Mais c'est là d'expliquer aux gens on voit souvent le bâtiment écologique, l'isolation, l'étanchéité comme un luxe. Alors que moi, je le présente souvent justement à la blague en disant « Non, non, moi je vis dans une maison performante, LEED Platine, parce que je suis cheap à la base, puis je suis bien content que ça me coûte 300 $ de chauffage par année. Je n'ai pas les moyens de payer 1600, 2000, quoi que ce soit. Alors que tout le monde pense qu'il faut avoir de l'argent pour le faire. Alors le défi, c'est de présenter l'inverse. Mais là-dedans, il faut faire les bons choix. C'est ce qu'on va vous guider aussi. Puis évidemment, en rénovation, à contrario de la construction, vous pouvez choisir votre véhicule neuf. Nous, en rénovation, ce qui va être mon rôle, c'est de m'asseoir avec le client et de dire comment optimiser ce que vous avez devant vous. Évidemment, déjà de gonfler les pneus adéquatement, on sait qu'on va économiser énormément d'essence. Donc, c'est le genre de petit regard que lorsqu'on est en réno, qu'on doit faire avec le client également. Est-ce que ça veut dire qu'on serait mieux d'acheter des vieilles voitures au lieu de n'acheter des nouvelles? Non. C'est vraiment la première étape avec tout client, qu'on soit en construction neuve, qu'on soit en rénovation, comprendre vraiment la préparation, la compréhension, l'éducation. Nous, on s'est démarqué chez Belvédère depuis 15 ans, justement, surtout dans les 10 dernières années, qu'on a vraiment intégré l'éducation, la conception et la construction à l'intérieur même de l'entreprise. Parce qu'on se rendait compte que tous les clients qui nous appellent, leur projet n'est jamais réaliste. Il manque toujours au moins 100 000 entre ce qu'ils veulent construire puis le budget qu'ils veulent mettre. Puis 100 000, je veux dire, ça, c'est pour mes plus raisonnables, là, parce que je dirais que c'est souvent 200 300 000 en termes de grandeur, de détails, et ainsi de suite. Fait que c'est là le défi de comprendre de OK, tu veux une maison passive house? Ah, OK, ben tu veux une maison efficace énergétiquement. Juste de changer les termes, des fois, ça vient OK, parce que passive house, on est vraiment loin, là, on est vraiment poussé. Mais je comprends que l'efficacité énergétique, c'est une priorité pour toi. Fait que c'est là le défi, je dirais. Puis peu d'entrepreneurs, je trouve, l'ont bien adapté, se sont bien formés. Parce que je vois tellement d'entrepreneurs qui poussent des maisons passive house, net zéro, autonome, quoi que ce soit. Oui, c'est intéressant, puis c'est génial. Mais c'est un petit marché, puis on ne peut pas développer une entreprise autour de ça. Ça peut être une option, dans le fond. Puis également, ce qui va être important, c'est assurez-vous de ne pas être des vendeurs ou des livreurs de pizza. Madame veut que je refasse la salle de bain. Parfait, on refait la salle de bain. Mais attendez, lorsque vous parlez de faire la salle de bain, quels sont vos besoins, les souhaits? Vous savez que ce n'est pas la même chose, hein? Le souhait du client puis le besoin du client. Mais votre rôle comme rénovateur, c'est vraiment d'être davantage l'expert conseiller. Et le nom que j'ai choisi dans mon entreprise, c'est les projets de Nicolas. Parce que mes chefs d'équipe vont toujours aller travailler comme si c'était la maison à Nico, chez moi. Je veux que ce soit beau, je veux que ce soit de qualité, je veux que ce soit durable, puis je veux que ça me coûte le moins cher possible. Donc, d'avoir l'intelligence de dire au client, c'est quoi vos besoins? Est-ce que vous me permettez de vous challenger là-dedans, de bien éduquer votre client et non pas juste de livrer la pizza? Deuxième étape, dans le fond, conception, toute la préparation. C'est sûr que ça s'adresse moins des fois aux entrepreneurs, puis c'est souvent des constats que les gens, quand je donne des formations pour les professionnels, qui me disent « Oui, mais moi, quand le client y arrive, son projet il est tout monté, il est déjà. »
Je dis souvent, oui, mais souvent comme entrepreneur, des fois les clients vous appellent un peu d'avance, avoir des budgets, avoir ci. Essayez de rentrer dans le projet. Vous voyez, nous, chez Belvédère, on a eu la réflexion avec le vécu que quand on n'est pas dès le départ dans le projet, on diminue de 80 nos chances de réussite de construire le bâtiment. Donc, complètement, un client qui arrive avec son plan, et ainsi de suite, que souvent le projet il est mal monté, le budget n'est pas réaliste. Alors que si dès le départ, on est là, puis qu'on peut guider en disant « Ce que tu me parles, ça va coûter 400 000, c'est tout ça que tu veux mettre? » « Ah, c'est pas mon budget? Parfait, on va guider. » Donc, c'est là l'implication, puis les concepteurs ont tout intérêt à s'impliquer. Puis c'est pour ça qu'on parle de plus en plus dans le commercial, industriel, de la conception intégrée. C'est d'intervenir, dans le fond, de faire intervenir tous les intervenants. L'entrepreneur dès le départ. C'est un défi, je dirais, beaucoup avec les architectes. Souvent, moi, les architectes me disent « Oui, mais je ne veux pas être en conflit d'intérêt, je ne veux pas t'asseoir dans la conception. » Ça devient un conflit d'intérêt. Je fais comme « Moi, je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'aider à ce que ton projet se réalise mieux. » Des petits détails. Pour ceux qui sont dans le domaine ou ceux qui font de l'inspection, comment est-ce qu'on peut voir des fois qu'ils ont fait juste changer un petit élément qui va venir coûter, on va sauver 5 000 de coûts, ça va être plus durable, ça va être plus beau, parce que l'expertise de chantier, elle est là. Puis comme je dis toujours à mes concepteurs, je dis, je ne suis pas là pour prendre votre job. Je suis juste là, moi, pour emmener le regard de construction, emmener le regard du charpentier, que lui, en le dessinant, il se dit comment je vais le construire. Puis qui a fait de la rénovation, puis qui dit, OK, dans 15 ans, 20 ans, est-ce que ça va créer un problème, et ainsi de suite. Fait que c'est là que tout part de la préparation, parce qu'on a beau vouloir faire la meilleure maison, la plus performante, la plus écologique, la plus durable. Si le plan n'a pas été conçu pour ça, on va chialer tout le temps du chantier. Puis facile en construction, vous autres, Benoît, parce que vous décidez même comment vous allez tourner votre maison pour aller chercher, je ne sais pas, le solaire passif, puis accumuler l'énergie gratuitement du soleil. En réno, nous, on a vraiment toujours le challenge d'avoir une bâtisse qui est existante. Et c'est là souvent que c'est négligé, le côté conception, le côté préparation. Et pourtant, c'est là que c'est important. Combien de fois j'ai mes clients qui m'ont dit « Viens mettre un gros sac de couchage au-dessus de moi, viens mettre un gros sac de vidange étanche, mais installe-moi pas de VRC, là, les récupérateurs, ça prend trop de place, puis j'en ai pas besoin. » Alors, au niveau de la conception, de vraiment bien comprendre sa réalité, son besoin non exprimé. Et pendant qu'on est en réno, on a déjà un toit, nous, sur la tête. On ne se fait pas mouiller dessus. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut souvent travailler par phase, parce que nous aussi, ils n'ont jamais le budget qu'ils veulent. De fait de travailler par phase va vous permettre d'avoir une valeur ajoutée avec vos collègues, avec vos compétiteurs. Hey, pendant que les murs sont ouverts, il me semble que ça serait le temps de passer un tuyau, un carlon, un tuyau, un conduit qui permettra la future voiture électrique ou le futur spa ou la future thermopompe. Pendant que vous êtes à la conception, c'est quoi vos besoins là? Mais c'est quoi vos besoins sur 5 ans, 10 ans, 15 ans? Où voulez-vous amener la maison? Et ça, mon rôle est vraiment, vraiment important. Première question, est-ce que la maison, vous allez la garder ou vous allez la revendre? Ce qui n'est pas du tout le même créneau, ce qui n'est pas du tout la même implication financière. Donc, n'hésitez pas à aider votre client à comprendre sa maison, à comprendre son plex, et non pas juste de faire sa salle de bain ou sa cuisine. On rentre après ça dans les détails un peu plus concrets. L'enveloppe du bâtiment, donc c'est pour les entrepreneurs de la salle, surtout dans le neuf. Chez moi, pour vous donner une idée, il y a 10 ans, quand on a bâti, on était un peu... Oui, l'enveloppe du bâtiment était importante, mais c'est sûr que c'était la mode des panneaux solaires, dans le fond. Fait que moi, j'ai un panneau chauffeur chez moi. J'ai des planchers radiants. J'ai un panneau qui fait de l'eau chaude, et ainsi de suite. On a plusieurs systèmes mécaniques. On a récupération d'eau de pluie pour les toilettes, ici. Puis finalement, après vivre 10 ans dans cette maison-là, puis à l'opérer, puis à l'entretenir, j'aime beaucoup mieux une maison, beaucoup moins de mécanique. Parce que finalement, tout ce qui bouge, brise. Moi, c'est ce que j'ai appris. T'sais. Puis je le vis au quotidien parce que j'ai 2 jeunes garçons qui bougent beaucoup. Puis ils brisent. Ils brisent beaucoup de choses. Fait que ça. Donc, un bâtiment, c'est vraiment la même façon qu'il faut le réfléchir. Si on veut qu'il soit durable, oui, on peut se fier à ce que le client va bien entretenir. Il va entretenir ses filtres, il va les nettoyer des changeurs d'air. On le sait, tout le monde le fait. Je veux dire. Je suis le premier à l'oublier moi-même quand je l'explique aux gens. Je me dis « Ah oui, c'est vrai, il faudrait que je le fasse chez moi. » Ce que j'ai appris, moi, c'est qu'idéalement, le client doit avoir le moins d'intervention possible. Parce que quand on est autour de la table, tout le monde « Oh oui, ça, je vais le faire, inquiète-toi pas, c'est important pour moi l'entretien. »
Ah, chez vous, tu l'as-tu fait? Ah non, mais tu sais, cette maison-là, on va la revendre. Comme oui, mais c'est pas parce que tu vas la revendre que tu n'as pas besoin d'entretenir, tu sais. Si tu le fais pas chez toi déjà, tu le feras pas dans ta nouvelle maison non plus. Donc, toute cette éducation-là est importante. Fait que c'est pour ça que nous, on a appris, après 15 ans, que moins il y a de mécanique dans une maison, moins j'ai d'appels de service, moins j'ai de comeback, moins j'ai de réparations à faire. Fait que c'est là que, après avoir mis énormément de pièces dans un bâtiment, on a redécouvert la simplicité de l'enveloppe. Ce qui est génial avec l'isolation, c'est que ça ne brise jamais. J'ai jamais un client qui m'a appelé pour dire « Mon isolation, là, elle ne marche plus. » Je veux dire, viens chez nous, je comprends pas. Ça marche tout le temps. Puis là, c'est sûr qu'il y a plein de techniques d'isolation, ainsi de suite, dans le fond, par l'intérieur. C'est sûr qu'il y a une isolation par l'extérieur aussi. Vous avez un bel exemple aujourd'hui avec le système de Owens Corning qu'ils ont développé. Il y a d'autres matériaux aussi. Donc, mais dans le fond, l'isolation par l'extérieur pour bloquer tous les ponts thermiques, c'est un concept qui existe depuis avant que je suis né, je crois. Mais qu'on parle de plus en plus. Depuis 10 ans, je trouve qu'on l'a ramené un peu plus sur la table puis de voir les avantages de l'isolation par l'extérieur. Donc, c'est vraiment des concepts intéressants. Tant qu'à mettre un R4 à l'extérieur, comme le code l'exige, pourquoi on ne mettrait pas un R8, R10? Tant qu'à le faire, le gars, il a déjà un panneau dans les mains, pourquoi on n'en met pas un plus? Puis nous, c'est ce qu'on a découvert en disant, ben, pourquoi que chaque matériau, je ne fais pas juste le mettre plus épais? C'est la même manipulation. Même, oui, le matériel coûte plus cher. Ça, les vendeurs d'isolants sont bien contents qu'on mette plus d'isolants dans leur maison. Mais dans le fond, c'est beaucoup plus simple comme moi, l'entrepreneur, d'intégrer ces éléments-là. Ce qui est un peu plus complexe, dans le fond, c'est quand on parlait de l'étanchéité. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont fait des maisons de nouveau climat 2, on doit voir. C'est sûr que quand on fait le test d'infiltrométrie dans une maison, qui est une étape qui devrait être obligatoire, l'infiltrométrie, c'est vraiment le test en disant est-ce que mon bâtiment est vraiment performant? Parce qu'on a beau faire attention, puis même nous, on est rendu à 115 projets, puis on fait encore l'infiltrométrie. Déjà, au Nouveau Climat nous l'oblige, puis c'est correct, mais même si on ne ferait pas un projet Nouveau Climat, j'ai un infiltromètre qu'on a acheté à l'entreprise pour tester, pour valider. Parce que l'étanchéité, c'est l'étape la plus importante dans un bâtiment. J'ai tellement vu d'entrepreneurs, moi, vendre des coupes de murs R50, R60 et ne se soucier à peine de l'étanchéité. Là, c'est toujours l'exemple qu'on fait. Ça sert à quoi d'avoir un beau gros manteau canuc puis de ne pas l'attacher? Finalement, tu n'es pas plus confortable que d'avoir juste un coupe-vent qui sera attaché. Il est peu isolant, mais il n'y a aucun air qui rentre puis il est beaucoup plus étanche. Donc, c'est vraiment le même principe avec une maison qui est vraiment... Puis pourtant, l'étanchéité, je veux dire, je pense que c'est l'étape qui est la plus dure à vendre. C'est plate, l'étanchéité. C'est pas sexy, c'est pas... Tu sais, moi, quand je donne des formations professionnelles, déjà, là, c'est plus le fun parce qu'ils connaissent ça. Mais des formations grand public, là, quand on sort la moton de tape, là, puis d'expliquer ça, c'est vraiment un défi. Donc, c'est là qu'il faut pousser les gens à leur faire comprendre que c'est ça qui est vraiment important. Parce que c'est sûr qu'un client, lui, il se dit « Ma maison est de meilleure qualité, elle m'a coûté plus cher. Qu'est-ce que je vais montrer à ma famille? » Puis moi, c'est souvent des constats que j'ai de mes clients. C'est comme « Oui, mais l'étanchéité, on va parler de comment moi le montrer à Noël, là, que ça m'a coûté 2000 $ pour mettre ma maison plus étanche. » Fait que c'est là qu'on leur donne des trucs en disant « Ben, on dit les tests, ainsi de suite. » Fait que, comme ça. Puis le 2000 $, lorsqu'on arrive en réno, il y a beaucoup de dommages collatéraux. Hein? Prendre une maison existante, habiter. On a nos spécialistes en réno. Une maison existante, habiter, de venir créer l'étanchéité. Et souvent, ben, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on fait une rénovation avec des interventions partielles. On ne fait pas un strip complet dans chacune de nos rénovations. Et là, ce qui va être intéressant, aujourd'hui, vous allez avoir des conférenciers qui vont nous parler, hey, coût-bénéfice. Est-ce que ça vaut la peine que Nicolas... Ça a monté. Est-ce que ça vaut la peine que Nicolas vienne mettre 20 000 $ d'isolation, d'étanchéité pour aller sauver combien par année d'électricité? Donc ça, c'est le genre de questionnement que vous devriez bien aider votre client. Et surtout, le point de rosée. C'est tellement poétique quand on dit le point de rosée, mais c'est tellement une des pires problématiques en termes de contamination, de moisissure qu'on peut générer parce qu'on a fait une intervention qui était correcte, mais qui n'avait pas la globalité de la maison dans sa situation. Et en réno, un des trucs qu'on sous-estime beaucoup l'impact à long terme, les solins. Donc également dans les formations techniques qu'on va avoir aujourd'hui, ben, on est juste là, nous, en réno, pour remplacer les bonnes vieilles fenêtres qui sont là. Hey, comment on remplace ça, une fenêtre? Tu enlèves la vieille, tu mets la nouvelle.
Comment on va s'assurer qu'il n'y aura pas d'infiltration d'eau? Un solin en réno, ça existe. Donc, ça va être vraiment important. S'assurer la qualité de l'air si on ne met pas un échangeur d'air, un VRC, les solins, puis également au niveau coût-bénéfice de tout ça. Un des points importants aussi en termes d'enveloppe, nous, depuis 2012, on n'utilise que des fenêtres à triple vitrage dans nos bâtiments. Parce qu'on a réalisé qu'avec une coupe de mur R30, R35, ça ne vaut pas la peine d'en mettre plus que ça si j'ai encore du double vitrage. Parce qu'il faut se rappeler que le double vitrage qui est à R2 environ, ça reste le point faible de l'enveloppe. C'est là que la maison perd le plus de son énergie, et ainsi de suite. Puis ce qui est le fun dans un triple vitrage, quand nous on a commencé, on a fait comme « Wow, je viens vraiment réduire ma consommation d'énergie, mais c'est la même étape. Au lieu de commander un double, je commande un triple, puis le gars l'installe de la même façon. » Bon, il chiale un peu plus parce qu'elle est plus lourde, là. Ça, on le met avec les grandes fenêtres, parce que c'est sûr qu'on tombe vite dans les 300 livres de fenêtres. Mais c'est vraiment génial comme entrepreneur, au lieu de dire « Je rajoute un autre système », je fais juste cocher triple vitrage, et bang, je viens de réduire de 120 $ de chauffage par année ma maison. Et ce qu'on a réalisé avec les années, les gens, ce qui nous parlent, c'est pas tant l'efficacité du bâtiment, mais c'est le confort que ça l'amène. Une maison qui est étanche, qui est isolée, avec du triple vitrage en plus, c'est vraiment génial de pouvoir s'accoter sa porte patio en hiver, puis d'avoir aucune convection, d'avoir ci. Fait que moi, dans le fond, pendant 10 ans, j'ai poussé beaucoup l'efficacité, les chiffres, la technique de mes maisons. Puis ce qui ressort quand je retourne chez mes clients 1 an, 3 ans plus tard, c'est on est bien chez nous. C'est confortable. Voilà. Fait que maintenant, je veux dire, mon discours est beaucoup plus poétique que technique parce que c'est ça l'avantage d'un bâtiment efficace. Puis souvent, on est beaucoup dans le domaine de « Ah, tu vas sauver tant, tu vas ci, tu vas... » Mais on le sait qu'au Québec, on a l'électricité la moins chère au monde. Donc, c'est l'endroit que c'est le moins rentable de sauver de l'énergie. Fait que oui, c'est intéressant, puis il y a plein de choses à faire. Mais le confort, on le sait qu'on a aussi un des hivers les plus frets au monde, dans le fond. Fait que c'est là que le confort est vraiment important dans tout ce bâtiment-là. Au niveau mécanique, même chose, si on est dans l'existant, ce qui va être important, c'est de s'assurer de comprendre la mécanique du bâtiment. Et du côté réno, un des trucs que je fais toujours avec mes clients, « Ah, Nicolas, viens me faire une petite salle de bain au sous-sol. » Sous-sol existant. Première étape que je dis, c'est oui, bien sûr, besoin non exprimé, etc. Et parfait, on va faire un test de radon. A, c'est quoi ça? Puis B, pourquoi? Alors déjà, est-ce qu'on a une vieille maison qui est bien étanche au niveau de la fondation, au niveau de la dalle? La réponse est la plupart du temps non. Mais surtout ce qu'on réalise, moi je suis à Montréal, selon Santé Canada, au niveau du radon, combien de maisons vous pensez qui dépassent les normes de 200 becquerels par mètre cube que Santé Canada considère vraiment cancérigène problématique sur l'île? Oui, non. Emmanuel, tu le sais, là. Une maison sur 12 dépasse les normes de Santé Canada au niveau de recommandation. Hey, une maison sur 12, c'est beaucoup quand on regarde ça. Et donc, la première chose que je fais avant d'aller mettre un 15, 20, 30 000 $ au sous-sol du client, c'est de faire un test. À quoi ressemble? Est-ce qu'on a des drains qui sont rendus à 60, 75, 80 ans? Est-ce qu'ils sont dus pour être remplacés? Donc, on rentre une caméra sous la dalle pour voir vraiment l'état des drains, à l'intérieur du drain, évidemment. On fait un test de radon. Donc, au niveau mécanique du bâtiment, on a la vieille voiture usagée. Est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce qu'on doit faire comme priorité? C'est toujours important. Tu as juste expliqué c'est quoi le radon? Je ne sais pas si tout le monde le connaît dans la salle. Là. Tu veux que je l'explique ou tu l'expliques? Je te le laisse. Alors, le radon est un gaz inodore, incolore, qui vient de la terre, qui vient au niveau du sol. Donc, l'uranium qui se dissout émet un gaz qui s'appelle le radon. De la même manière, lorsque vous avez un tas de compost à Sainte-Martine, par exemple, qui est dehors, bien, le compost va générer... Sainte-Martine, oui. Ouais. C'est un exemple. Qui va générer du méthane, mais au niveau du radon. C'est vraiment un gaz inodore incolore qui est la première cause du cancer du poumon après un truc qui s'appelle la cigarette, hein, je pense. Cigarette. C'est ce qu'on dit. Pour vous donner une idée, le radon, on évalue au Québec, c'est environ 400 décès par année reliés au radon spécifiquement. Puis ça, ben, c'est les acteurs du bâtiment comme nous qui pouvons avoir un impact sur le domaine de la santé. Pour vous donner un comparatif, dans le fond, les accidents de la route tuent 250 personnes par année. Pourtant, on parle beaucoup plus des accidents de la route aux nouvelles du soir que des décès du radon. C'est sûr que c'est beaucoup moins spectaculaire quelqu'un qui décède du radon que quelqu'un qui se crache dans un face-à-face.
Mais vous voyez, c'est là l'éducation aussi. Puis c'est là que c'est important que le client, parce que le client, s'il ne connaît pas le radon, ben vous n'arriverez jamais à y vendre si vous ne lui expliquez pas tel détail, et ainsi de suite. Fait que moi, je connais des entrepreneurs, puis Nicolas est un super bel exemple, à quel point qu'on peut grossir une entreprise si on accompagne bien nos gens. Puis il y a des entreprises que j'ai vu tripler leur chiffre d'affaires après des formations comme éco-entrepreneurs, et ainsi de suite. Parce qu'ils ont mieux compris les besoins, ils l'ont mieux expliqué. Puis au lieu de chialer de « Ah, les gens ne veulent pas ça, ils ne veulent pas payer, ils chialent », ben non, si je leur présente bien, je suis capable de bonifier le client qui avait 30 000 de budget pour sa réno, je suis capable de vendre quelque chose à 50, 60 000, quoi que ce soit. Ou d'implanter des fences. Puis toi, du côté neuf, la mécanique. C'est vrai. La mécanique, toi, au niveau de la mécanique, ben, dans le fond, on essaie d'en mettre le moins possible. C'est sûr que ça prend quand même l'échangeur d'air qui est obligatoire maintenant. Après ça, un échangeur d'air, ce qui est génial, ben, c'est que je peux choisir une machine plus performante. Donc, d'aller viser des 75-80 % d'efficacité dans les taux de récupération. Encore là, c'est la même job d'installation. C'est sûr qu'on va toujours viser une installation de type Nouveau Climat 2.0, en tuyau rigide, dans le fond bien calibré, et ainsi de suite. Parce que l'important, ce n'est pas d'avoir un échangeur d'air dans une maison, c'est d'en avoir un bon aussi. Fait que c'est là le défi, quand on fait une vente au client, c'est de dire, ben moi, je ne fais pas juste te mettre des choses dans ta maison. Je m'assure que les choses qu'on met vont marcher, vont être durables, puis vont faire leur travail aussi. Je ne me souviens pas du pourcentage, mais c'est impressionnant la quantité de systèmes d'échangeurs d'air dans les bâtiments existants, dans les bâtiments neufs, qui ne sont pas calibrés, qui ne sont pas fonctionnels. Fait que si on se dit que déjà l'état neuf, ça ne marche pas bien, imaginez quand le client, ça va faire 5 ans qu'il ne l'aura pas entretenu, quelle va être l'utilité. Et d'avoir un échangeur d'air pas entretenu, souvent, ça peut quasiment créer plus de problèmes que ce que ça peut régler par la suite. Donc, c'est là toute l'éducation qui est importante. Puis c'est là, comme entreprise aussi, que vous êtes capable de vous différencier. Parce que les gens, je veux dire, quand ils achètent une maison chez Belvédère, là, j'ai pas des 2x4 mieux que les autres. J'ai pas de l'isolant mieux. Je veux dire, j'ai accès à tous les mêmes produits que vous. J'ai pas des exclusivités. Ce que les gens achètent, dans le fond, c'est une façon de voir les choses, c'est une expertise, c'est des valeurs aussi, et une compréhension. Puis souvent, les clients me disent, ben pourquoi les autres m'ont pas dit ça? Pourquoi les autres m'ont pas parlé de ça? Des choses, c'est vraiment important, puis c'est ça que je veux. Mais on n'en avait jamais parlé avant, pourtant. Puis laisser le guide de la thermopompe, comment ça fonctionne. C'est une des 12 actions d'un éco-entrepreneur. Expliquer ce que vous avez, laisser la fiche technique, laisser le guide d'entretien de la machine. Puis ça a coûté combien, ça, de laisser le guide? On voit qu'on a une conférence écologique. On a même un oiseau qui vient joindre à nous ce matin, le côté jardin ou côté cour, Benoît? C'est côté jardin. Côté jardin. Donc, la thermopompe, comme Nicolas a parlé, c'est pas mal le seul élément mécanique avec l'échangeur d'air que... Oh, tu vois, il vient t'accompagner par la suite. Que c'est bucolique comme conférence. Donc, la thermopompe, ce qui est vraiment génial, ben encore là, oui, c'est un système mécanique, oui, ça bouge, mais ça reste quand même beaucoup plus simple. Je donne toujours l'exemple que j'ai des panneaux solaires chez moi, à Sainte-Martine. Il y a 4 personnes au Québec qui peuvent les réparer. La plus proche chez moi est à Saint-Jérôme, donc c'est à 1h30 de route. Fait que quand on a eu des bris et des réparations, ben c'est pas le gars d'à côté qui vient, c'est compliqué, ainsi de suite. T'sais. Alors qu'une thermopompe, juste dans mon village de 5000 habitants, j'ai 2 réparateurs de thermopompes qui peuvent. Fait que c'est correct d'avoir de la mécanique, mais ça reste de la mécanique simple qui est éprouvée, ainsi de suite. C'est sûr qu'on a vraiment des super bonnes thermopompes maintenant, vraiment performantes, qui peuvent faire du chauffage jusqu'à moins 25. Fait que moi, quand je dis aux gens que hey, ma thermopompe à 3 000 – 4 000 $, elle me fait sauver autant d'argent que mon système solaire à eau chaude à 20 000 $. Puis en plus, ben, mon panneau solaire, l'été, là, ben, on a trop d'eau chaude, puis il faut vider cette chaleur-là. Fait que je suis obligé de chauffer la piscine du voisin parce que j'ai trop de chaleur dans mes panneaux. Bon, c'est un beau problème, en tout cas. Pour mon voisin, il est bien content. Là, fait que, comme il m'a déjà dit un jour, il dit « Je comprends pas tout du bâtiment écologique, mais il dit ça, j'aime ça. T'sais, moi, de l'eau chaude qui arrive dans ma piscine, je suis content. » Alors que la thermopompe, ben, elle me donne la climatisation en plus. T'sais. Fait que vous voyez qu'en termes de guidance, pourtant, moi, tous mes clients me viennent puis ils veulent des panneaux solaires. Ils ne veulent pas de thermopompe. Parce qu'on le sait qu'au Québec, on est reconnu avec nos vendeurs de thermopompes. Fait que c'est un défi de rendre sexy une thermopompe. C'est sûr qu'ils sont plus sexy maintenant, ils sont plus minces, sont beaucoup plus silencieuses aussi que les anciennes d'avant. Mais dans le fond, tout le monde vient de l'idée du panneau solaire. Alors que sur 110 projets, j'en ai fait seulement 2 projets avec du solaire et beaucoup plus de thermopompes. C'est tout là l'importance de l'éducation puis de rendre des choses intéressantes. Production d'énergie.
Alors, vous voyez, au niveau de la pyramide, on est vraiment rendu au sommet. C'est là la petite pointe. C'est souvent, comme Benoît l'indiquait bien, ce que les gens aimeraient avoir, ce qui est sexy, ce qui paraît, ce qui tape à l'œil, ce qui fait un petit peu envier votre beau-frère peut-être aussi. Mais concrètement, lorsque vous avez un budget X à donner, l'éolienne, les panneaux solaires, est-ce que c'est vraiment une priorité à faire au Québec avec une énergie qui est verte, Hydro-Québec? On s'entend que c'est quand même une belle énergie qui coûte pas cher. Donc, à ce niveau-là, ce qui va être important au niveau de la production d'énergie, c'est d'être cohérent avec le vrai besoin et non pas son souhait. Et là, si j'arrive chez un client, Plateau Mont-Royal, triplex, il a refait toute son enveloppe il y a quelques années, il y a une brique qui est neuve, c'est habité, toute sa rénovation intérieure, sa cuisine, tout ça, ça a été refait, puis qu'il y a un problème de froid, de perte d'énergie, que la facture coûte trop cher, bien, comment aller minimiser sa facture d'électricité? Comment faire en sorte? Puis je crois que dans mon cas, c'est la seule situation dans le résidentiel léger où je pourrais questionner au niveau de la géothermie, par exemple. Donc, je considère que ça va être plus logique dans une situation neuve. Benoît, je ne sais pas si tu es d'accord, dans une situation neuve, mais 40 000 d'avoir du verre triple, d'avoir une bonne isolation, une bonne étanchéité. Mais dans notre réalité de la réno, est-ce que si j'ai une situation où ça coûte trop cher, que ça vaut la peine de tout arracher la brique pour couper mes ponts thermiques, de tout défaire l'intérieur des habitants, les relocaliser, ou peut-être que là, ça vaudrait la peine de questionner, de réfléchir autrement. Et je crois que dans ce type de situation-là, la géothermie mérite d'être analysée adéquatement. Mais au niveau production d'énergie, en réno, il ne faut pas tomber dans les gugus, les patentes, les machins trucs. Et ce qui est dur, dans le fond, dans un domaine, puis surtout pour ceux qui vont s'afficher plus comme un entrepreneur écologique, nous, on le voit parce que nous, c'est la seule chose qu'on fait du bâtiment écologique. On ne fait pas de bâtiment standard ou conventionnel. C'est sûr qu'on attire des tripeux, des passionnés, des gens qui rêvent de leur projet vraiment poussé, puis qui veulent. Puis moi, combien de gens sont arrivés des fois avec des soumissions de systèmes solaires, de géothermie, quoi que ce soit. Ils veulent, ils ont rêvé, ils ont bâti leur projet autour. L'architecture de leur design était faite pour mettre les panneaux solaires. Fait que quand tu leur dis, ouais, mais le solaire au Québec coûte 3 fois plus cher qu'Hydro-Québec, puis en plus, c'est moins écologique que l'hydroélectricité, bien là, vous avez un défi de, OK, il faut rebâtir un rêve. Là. Parce que là, eux, ça fait 10 ans qu'ils trippent, puis qu'ils ont vendu à toute leur famille qu'elle allait avoir des panneaux solaires. Puis là, tu leur dis, ben non, c'est pas ça, tu sais. Fait que tu vois, nous, on a même, puis c'est un peu l'idée du chalet aussi, c'est-à-dire, ouais, mais ta famille qui comprend pas l'efficacité, l'enveloppe, qui n'aura pas toutes les bébelles, ainsi de suite, bien, montre-leur le chalet pour voir que même sans ça, tu sais, nos maisons en Belvédère, mettons, en moyenne, vont coûter à peu près 400 $ de chauffage par année. Puis là, on parle, mettons, un peu plus qu'un nouveau climat 2. Là, on ne pousse pas dans l'extrême, là, tu sais, on peut aller beaucoup plus loin. Fait que quand tu es rendu à 400 $ de chauffage par année, je veux dire, la géothermie n'est complètement inutile. Dans le fond, elle va te faire sauver 250 $ par année. Comment est-ce qu'on peut justifier un investissement de la sorte dans un bâtiment déjà efficace? T'sais, même nous, on a vu qu'avec les années, tous les gros systèmes de chauffage, même les planchers radiants, les gros systèmes à air pulsé, on n'a plus besoin. Mes clients se plaignaient que le plancher chauffant ne partait jamais. Bien, c'est sûr, s'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de plancher chauffant. Dans le fond, il est chaud quand il chauffe. Mais si on réduit la période de chauffage à peine 3 mois dans l'année, bien, on n'a pas besoin d'un gros système de chauffage. Fait que c'est tout là l'éducation qui est importante, dans le fond. Puis que puis c'est là que moi, ça a été intéressant de vivre dans une maison aussi performante, c'est de voir que, finalement, j'ai beaucoup de systèmes qui ne servent à rien dans ma maison parce que j'ai priorisé l'enveloppe, j'ai fait une bonne conception, puis que le restant, finalement, c'est du superflu. Même chose, dans le fond, tu sais, quand on parle de récupération d'eau, ben, les gens aiment beaucoup mieux parler d'un système de citerne, récupérer l'eau de pluie, l'eau grise, c'est le fun, c'est wow, ça paraît. Mais quand tu le dis, ben, tu peux juste acheter une toilette qui consomme beaucoup moins d'eau. Tu sais, on a des toilettes super performantes à 3 litres d'eau par chasse. Puis là, tu viens d'enlever toute une gestion de mécanique, de pompe, d'entretien, ainsi de suite. Fait que c'est beaucoup plus simple, puis ça a la même performance. C'est moins sexy. Puis là, c'est un défi aux gens de le rendre plus intéressant. Mais dans le fond, tous mes clients jettent ces toilettes-là. Et vous voyez des systèmes d'occupation d'eau de pluie, je pense qu'on en a vendu 3 avec les années. Fait que quand je vois des entreprises, justement, qui choisissent de dire, ben moi, mon concept de maison, il va y avoir des panneaux solaires, ils vont être autonomes, ils vont récupérer l'eau de pluie.
Puis je leur ai dit, hey, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le bâtiment écologique, puis je n'ai jamais réussi à en vendre une comme ça. La seule que j'ai faite, c'est chez moi parce que j'étais fou puis je voulais l'essayer. Puis justement, moi, je dis aux gens de ne pas le faire. Fait que si toi, ta business, c'est de vendre ça, ben, je peux te garantir que tu vas faire faillite. C'est là que c'est important, justement, de guider les gens dans « faites les bons choix, éduquez-vous, priorisez les bonnes choses ». Parce que j'ai vu tellement d'entreprises naître et mourir dans les 15 dernières années. C'est pas parce qu'il n'y avait pas des bonnes intentions, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de marché, parce que souvent, là, après ça, les entrepreneurs vont dire « Ah, les gens sont pas prêts ». C'est comme, ben, je les comprends qu'ils sont pas prêts. Ce que tu vends, c'est pas intéressant. Parce que tu ne vends pas les bonnes choses. Même moi qui est convaincu, je ne la jetterai pas. Fait que c'est là vraiment le défi, comme entreprise, de vraiment vous guider vers les bons choix pour bien accompagner vos clients. Puis en bout de ligne, je veux dire, on est là pour faire des affaires. Là. Vous n'êtes pas subventionné par le gouvernement. Il n'y a personne qui va vous donner des panneaux solaires, qui voici. Ce n'est pas un travail d'éducation que vous avez à faire. Oui, à l'intérieur de l'entreprise, mais en bout de ligne, vous êtes là pour construire, rénover des bâtiments. Vous êtes là pour faire passer les gens à l'action. C'est votre défi de les guider. Ça ne sert à rien non plus de les faire rêver de quelque chose qui est complètement irréaliste. Puis sur un triplex de Montréal, toit plat, d'aller faire un beau toit vert, est-ce que c'est réaliste, tu crois, Benoît, ou ça devient difficile? Donc, un des trucs que j'aime bien faire, évidemment, lorsqu'on a une intervention à l'intérieur, des fois, j'aime juste passer un tuyau pour un futur solar ready, donc de faire un panneau solaire éventuellement, mais surtout, ce que je dis, c'est, hey, c'est par là qu'on va pouvoir monter de l'eau, qu'on va pouvoir purger à l'hiver pour en faire non pas un toit végétal, mais plutôt des plates-bandes sur toiture lorsque la phase 4 ou la phase 5 va arriver. Donc, de se faire un conduit qui monte sur le toit, je ne sais pas, mettons que l'électricité arrive vraiment dispendieuse dans 15-20 ans, que les panneaux solaires au niveau technologique, au niveau écologique, au niveau de l'empreinte de la construction deviennent vraiment intéressantes. On est prêt, parce qu'on a juste mis un tuyau qui m'a coûté quoi? 60 $ de matériel. Et surtout, ça me permet de monter de l'eau, ça me permet de monter l'électricité, de faire vraiment un jardin urbain sur les toits, sans faire le gros toit végétalisé. Donc, de vraiment venir comprendre le besoin sans tomber d'un gugus. Et ça, c'est là que votre client va vraiment l'apprécier, de lui donner l'heure juste. En conclusion, Benoît. Ouais. Ben, en fond, c'est pour vous montrer, on est deux exemples justement d'entrepreneurs, je trouve qu'il a bien tourné, qui a réussi. Je veux dire, on a des entreprises... dans le fond, de plusieurs millions de chiffres d'affaires. On est, dans le fond, 20-25 employés. Fait que c'est un marché qui est là. Beaucoup de gens me disent « Ah, c'est nouveau, ça commence. » Non, non. Moi, je fais vivre 20 personnes à temps plein, puis on réalise 15-20 projets par année. Donc, le marché, il est là, les gens sont là. Puis, je veux dire, on pourrait en faire beaucoup plus, là. Moi, c'est parce que je suis limité par la formation de mon équipe, puis ici. Mais du marché, il y en a. Puis en rénovation, je veux dire, je pense que tu fais peut-être... à peine 1% des rénovations écologiques à Montréal. Donc, il y a un marché qui est complètement énorme. Puis moi, je dis toujours, parce que je donne des formations pour les entrepreneurs, puis souvent, les entrepreneurs sont comme, oui, mais Benoît, tu formes de la compétition, tu sais, c'est pas brillant comme entrepreneur, tu sais. Puis moi, je le dis toujours, le marché, il est énorme. Puis moi, ma première mission, quand j'ai commencé il y a 15 ans, c'est que je voulais qu'il y ait 1000 maisons écologiques qui se bâtissent à chaque année. Puis moi, j'ai pas le goût de bâtir 1000 maisons. J'en fais 20, je suis bien content. Donc, j'ai besoin des autres entrepreneurs pour m'aider à réaliser ma mission, pour passer à l'action. Puis chaque fois qu'il y a un nouvel entrepreneur, ben, c'est d'autres personnes qui convainquent. Quand des gros joueurs arrivent, je veux dire, c'est parfait. Il y a de la place pour tout le monde. Puis dans le fond, les clients cherchent tous à être mieux guidés. Puis moi, je ne peux pas tous les servir. Fait que c'est pas de la nouvelle compétition pour moi. C'est juste plus facile aussi parce que c'est un marché qui se développe. Les problèmes qu'on avait il y a 10 ans de trouver des matériaux, d'avoir accès à certaines choses. On parle du radon. Je veux dire, moi, tous mes plombiers l'offrent de base maintenant. J'ai même plus besoin de leur spécifier, de leur vérifier. Fait que vous voyez à quel point que le marché a changé. C'est encore plus facile parce qu'on est dans un effet de masse. Puis Benoît le dit bien, hein, il y a 300 000 maisons de rénovées sur l'île à chaque année. Je ne fais pas 1%, je ne fais pas 3 000 rénovations dans l'année. Et moi aussi, ça me fait plaisir de donner des conférences, des formations. Et vous, comme entrepreneur, ce qui va être important durant toute la journée, Mme Marchand l'indiquait en préambule, venez nous jaser, venez questionner. Vous avez Écohabitation qui donne énormément d'informations si le développement durable fait partie de vos priorités. Puis je vous le dis, les clients vont vous pousser vers là, puis ils vont vous questionner, puis « Hey, j'ai entendu parler d'un récupérateur de chaleur, est-ce que ça vaut la peine? » Il ne faut pas que vous ayez de l'air d'une brebis égarée à 125. Il faut que vous ayez une réponse intelligente à pouvoir leur donner afin de mieux les aider.
Merci de votre écoute. Gênez-vous pas pour les questions, dans le fond, de tout ordre, tout acabit.